Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Maxime Blo est tombé dans la marmite de l'hôtellerie en intégrant l'école hôtelière de Grenoble à l'âge de 14 ans et demi. 8 ans plus tard, le voici sorti diplômé d'un master en hôtellerie-tourisme avec la spécialité Revenu Management. Les métiers de l'hôtellerie et de l'accueil, il les a tous pratiqués. Il développe durant 10 années ce qu'il appelle le luxe expérientiel dans un palace parisien 5 étoiles. Cette expertise hôtelière, Maxime décide de la mettre au service de ses clients. Il lance en 2021 son podcast Hospitality Insiders, qui deviendra également sa société de conseil et de formation pour les hôteliers et leurs équipes en 2022. À la fois consultant, formateur, conférencier et coach, Maxime aime à se définir comme artisan hôtelier. L'excellence de service, ce n'est pas juste un concept. C'est aujourd'hui devenu un titre, et pas n'importe lequel. Maxime a rejoint cette année le cercle très prisé des MOF, comprendre meilleur ouvrier de France, dans la classe réceptionniste. Une consécration qui vient récompenser 20 ans d'expérience au service de l'excellence. Alors qui de mieux qu'un MOF pour venir nous parler de sa vision de l'accueil dans l'hôtellerie ? Bonjour Maxime. Je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Écoute, je me sens honoré, presque gêné de passer comme invité sur un podcast. J'ai un petit stress. Et oui, c'est vrai que l'intervieweur interviewé, c'est pas, ça doit effectivement être assez perturbant. Je te comprends. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'intention de te laisser la main, rassure-toi. Ouais, de toute façon, tu connais l'exercice, donc là-dessus, tu sais que c'est de la convivialité avant tout en général dans ces échanges-là. Oui, en tout cas, je suis très content de passer sur ton podcast Et que j'ai moi de même. récemment découvert avec l'épisode d'Alexandre Comte et je le salue en même temps puisque j'ai eu l'occasion d'échanger et de travailler un petit peu avec lui. Alexandre Comte qui, par ailleurs, avec qui nous allons lancer, figure-toi, un journal de bord sur le podcast, un format d'épisode journal de bord qui va suivre et retracer toute la création de sa nouvelle aventure. C'est pas vrai, génial. Ouais. Ça, c'est un projet qu'on a décidé de lancer ensemble et qui va accompagner toute sa stratégie pour vraiment faire une mini-série, une mini-série sur la création de son projet. Et du coup, je t'enverrai le lien, bien entendu, quand ça sortira. De toute façon, tu le verras passer sur LinkedIn notamment. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que, si t'es OK, on commençait cette interview avec cette question: qu'est-ce que l'excellence de service pour toi ? Tu en parles beaucoup. Qu'est-ce que, aujourd'hui, comment tu définirais ta vision de l'excellence de service ? Tu commences avec une vaste question à laquelle j'ai essayé de répondre en créant un podcast. Donc, c'est dire si le sujet est très, très vaste, très complexe aussi, avec plein de définitions, d'interprétations un petit peu différentes. Je dirais tout d'abord, pour essayer de segmenter, dans l'excellence seule, donc sans l'excellence de service, il y a une notion de dynamique que j'aime bien, un petit peu de recherche d'amélioration perpétuelle. Tu vois, on cherche toujours à aller vers la perfection quelque part. Moi, j'aime bien dire que l'excellence, elle frôle sans arrêt la perfection, sans jamais l'atteindre. Donc, il y a une idée d'une quête. Je parlais de dynamique, voilà, d'avancer, de mouvement vers cette recherche de perfection, d'amélioration constante. J'aime beaucoup cette vision déjà. Ouais. Si on y ajoute la partie service, donc pour faire excellence de service, encore une fois, il y aurait des dizaines de manières de la pratiquer. Moi, je trouve que dans mon expérience, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est différentes notions, notamment de rigueur et de discipline. On ne peut pas atteindre l'excellence de service sans être extrêmement rigoureux, très carré dans la façon dont on pratique les choses. La notion aussi de répétition, tu vois, répéter sans arrêt pour s'améliorer, pas répéter bêtement, mais répéter en se remettant en question, c'est aussi une notion importante. Et dans la répétition, il y a aussi une autre notion qui est celle de la régularité et qui amène vers la consistance. Puisque c'est facile d'être très bon une fois, on sait tous le faire, c'est très difficile d'être bon tout le temps. Et c'est en ça
que l'excellence de service, ou en tout cas que, notamment dans un établissement de luxe, on va retrouver ce niveau de service qui est très impressionnant. C'est parce qu'on a cette consistance-là entre le voiturier qui peut m'accueillir devant la réception de l'hôtel, à la personne qui va nettoyer ma chambre, à celle qui va me servir mon dîner à table ou mon room service en plein milieu de la nuit. Donc tout D'accord. ça sont des éléments qui vont constituer cette excellence de service. Donc les conséquences, tu le déduis un petit peu à travers ce que je te décris là, c'est un niveau de prestation qui est supérieur, un service souvent précis et efficace évidemment, qui, on l'espère, en tout cas c'est pour ça qu'on le fait, vient dépasser les attentes du client, avec pour conséquence côté client une émotion forte. Voilà, quand je dis ça, c'est un peu un processus. Alors ça fait très simple raconté comme ça. Évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, sinon tout le monde le ferait. Oui. Et j'ajoute aussi que, encore une fois, c'est issu de mon expérience, hein. C'est une étude empirique que j'ai menée. Il n'y a pas vraiment d'écrit que je connaisse là-dessus. Mais il y a d'autres qualités qui, selon moi, sont nécessaires pour atteindre cette excellence de service, que sont d'abord la capacité d'écoute, que je mets avec l'empathie aussi, tu vois, cette capacité à comprendre l'autre, puisqu'on peut être très bon dans ce qu'on fait, techniquement. Si on n'est pas capable d'écouter, de comprendre la personne qu'on a en face de nous, on va pas savoir transposer ça en un geste, une réaction. Et dans cette même dynamique-là, dans cette même logique, il y a aussi l'amour de ce qu'on fait, l'amour du service. Pour moi, le service, c'est vraiment un noble mot. Et je pense que ça peut être pratiqué que par des gens qui ont cette vision-là, qui ont cet amour. Et également, et ce sera le dernier point, le sens du détail qui fait vraiment la différence. Quelqu'un qui travaille grossièrement dans notre métier, quand on veut aller chercher l'excellence, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller dans le détail pour transposer euh, ce que vit le client en un moment d'excellence. D'accord. Voilà un petit peu pour Eh ben, merci pour cette belle définition. l'approche. Oui, je me suis obligé à réfléchir, à mettre ça sur papier. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très souvent avec mes invités, Oui. avec mes clients également, mais c'est assez difficile à synthétiser. Et, euh, et tu vois, j'ai d'autres synonymes que j'utilise parfois. Excellence de service, on parle régulièrement de luxe de service, ou même de luxe expérientiel. Oui. Moi, le luxe expérientiel, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais en fait, c'est un terme qui est assez connoté, puisqu'il y a luxe dedans. Mhm. Et personnellement, je suis un peu gêné, voire complexé par le terme de luxe. En fait, j'aime pas l'image, l'interprétation qu'on peut en avoir. Toi et moi, luxe, on a une vision très différente, et probablement n'importe quelle personne que tu interviewerais aussi. Il y a un côté parfois un peu ostentatoire, Mhm. qui moi me déplaît beaucoup, qui n'est Mhm. pas du tout ma vision du luxe, alors que quand on parle d'excellence de service, on est beaucoup moins là-dedans. Donc ça me permet aussi d'être plus à l'aise avec ce terme-là. D'accord. Est-ce que moi, je porterai une dernière petite couche, tu en as parlé, hein, l'amour du service, mais l'amour du client. En fait, je sais que de toute façon, on ne fait pas ce métier par hasard, c'est parce qu'on a un amour pour la relation humaine, en fait. On a un amour pour le service qu'on rend aux gens, et ça vient soutenir ce que tu viens de dire à propos de l'empathie. C'est comprendre quelqu'un, mais c'est avoir une écoute réelle et active pour vraiment détecter s'il y a de l'émotion, qu'est-ce que ça vient cacher derrière une demande, en fait. Et du coup, de pouvoir s'adapter, et parce que par amour du service rendu, en fait, tout simplement. Ouais. Complètement. On parle souvent de passion métier. Mhm. L'hôtelier, c'est un passionné. Quand on fait du service, on aime bien sûr le service, mais on aime par conséquent les gens, puisque c'est eux qu'on sert. Mhm. Et on les accepte aussi avec leur travers. On les voit notamment dans des hôtels, plus encore que dans des restaurants, dans des moments de leur vie très intimes, très particuliers, qui sont pas souvent les moments qui les mettent le plus en avant. Et on aime malgré tout nos clients, nos êtres humains, euh, bah, au-dessus de tout, puisqu'en fait, ça fait partie de notre métier. C'est ça qui le rend passionnant. Ça me fait tout de suite penser à l'anecdote que tu as partagée il y a quelques jours, quand tu as raconté à tes débuts, quand tu as rencontré d'ailleurs, tu as retrouvé, Oui. c'était un MOF hein, d'ailleurs, je crois. Tu parles de Philippe Forbrac, c'est Oui, ça? tu peux bien nous raconter cette Je veux anecdote? bien, ouais. Philippe Forbrac, donc il est un des meilleurs ouvriers de France sommelier, et il est surtout, avant ça, meilleur sommelier du monde depuis, je crois, 92. Donc c'est une référence dans le monde de la sommellerie. Moi, je commence l'école hôtelière, j'ai 14 ans et quelques. Mon premier stage d'application à l'hôtel d'application Lesdiguières de Grenoble, on me dit, tu vas monter un room service,
attention, client top VIP, donc très, très important, c'est le meilleur sommelier du monde. Tu vois, je Waouh! suis dans mes Ouais, petits souliers, ouais. j'arrive à la porte et je me dis: «Oh, voilà, faut vraiment pas que je me rate». Et j'ai mon à l'époque, donc nous, en hôtel d'application, on n'avait pas de chariot. C'était des très grands plateaux, très lourds, métalliques, donc il fallait vraiment pas trembler. Hem et donc je suis avec un commis qui m'accompagne, qui frappe à la porte s'ouvre et donc j'ai Philippe Forbrac qui m'ouvre en peignoir, peignoir à moitié ouvert, au-dessus on avait le torse et bah, les poils qui dépassaient. Donc on n'était pas du tout sur l'image du, meilleur sommelier du monde avec son nœud papillon en train de faire une dégustation. Et moi, le premier ressenti que j'ai, c'est son haleine qui, comme toute personne le matin, n'est pas fraîche. C'est génial. Donc J'adore. c'est comme ça que commence ma relation avec Philippe Forbrac et qui, bah, du coup, n'a pas été entretenue pendant des années jusqu'à, le mois de juin où, il était à la cérémonie de remise de médaille puisque lui remettait la médaille au meilleur sommelier de France, meilleur, ouvrier de France en sommellerie et moi je recevais également la médaille pour la partie réceptionniste et donc là, je lui ai raconté cette anecdote, il a éclaté de rire, ouais. J'ai trouvé ça super et ça rejoint ce que tu dis, c'est ce côté intimité, quoi. C'est Bien sûr. effectivement, tu as raison de le rappeler parce que, on pense vraiment souvent, séjour, voyage, activité à faire, mais c'est vrai qu'on oublie ce côté où, bah, on voit les gens tels qu'ils sont pour de vrai, tels qu'ils sont pour de vrai dans leur chambre, en fait, hein. Alors, Mmh, par rapport absolument. à à l'audience, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont pas beaucoup, quelques-uns oui, mais pas beaucoup dans tout ce qui va être hôtel déjà et tout ce qui va être aussi luxe. On va reprendre quand même le terme du luxe. Est-ce que l'excellence de service, selon toi, c'est transposable à ceux qui nous écoutent, à savoir plutôt des propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes, ou est-ce que c'est justement uniquement réservé à l'hôtellerie, de Mmh, type palace, comme tu as connu? c'est une bonne question. Je dirais, oui et non. En nuançant, à un certain niveau, oui. Je dirais que chacun peut tendre, vers, l'excellence, comme je parlais tout à l'heure de cette fameuse direction à suivre, un peu cet objectif, hem, qui va les amener à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes en fonction de leurs capacités et c'est là où justement, où une maison d'hôte, un gîte va différer par rapport à un palace, c'est dans ses capacités. Oui. On peut difficilement comparer une maison d'hôte avec un couple de propriétaires d'un palace où il y a 500 collaborateurs Ouais. qui travaillent en même temps pour faire un service. Donc je dirais que voilà, il y a certaines prestations qui ne sont pas réalisables dans un gîte, et donc qui sont plutôt réservées aux maisons de luxe. Mais, bon, quand même pour la parenthèse, c'est a priori pas ce que vient chercher non plus le client. Il vient pas dans une maison d'hôte s'il a envie de prestations palace. Oui. Auquel cas il va s'offrir un palace. Donc voilà, encore une fois, c'est une tendance qu'on peut aller chercher en ayant conscience que, on va être limité par un niveau de ressources finalement qui nous permettront pas d'atteindre l'excellence de service en tant que telle. D'accord. Ok. Et justement, pour atteindre ce niveau d'excellence de service, tu as déjà, dans ta définition, parlé de quelques principes fondamentaux. Est-ce que tu as des outils, des clés qui te permettent justement de t'appuyer pour atteindre et réaliser ces principes-là? Hem, je dirais une stratégie, donc une vision avant tout, une vision de ce vers quoi on veut tendre, Mhm. hem et ensuite une stratégie pour mettre en place les actions qui vont nous permettre d'aller vers cette vision-là. Hem, quand on parle de service, forcément, il va y avoir de l'humain. Donc là, on pourrait rentrer dans des détails et parler des heures de tout ce qu'il y aurait à faire, recrutement, formation, et cetera. Mais dans les grandes lignes, en tout cas, schématiser, cartographier, on pourrait dire même toutes les actions qui vont nous permettre de tendre vers ce, niveau de service et clairement, voilà, ça passe par cet humain-là, choisir des profils qui ont cette vision aussi, à qui on peut poser cette vision et qui vont, finalement l'intégrer et la transmettre à leur tour aussi. Et là, je parle pas forcément de super professionnels techniciens. Je parle vraiment de personnes qui, encore une fois, vont avoir cet amour et une fois qu'on a fait ça, qu'on les a recrutés, les former, les accompagner pour que tous ensemble, on aille dans cette dynamique-là. Hem, moi, quand j'accompagne des hôtels, plutôt du 5 étoiles, mais ça peut être aussi d'autres types de structures, on va travailler sur tous ces aspects. Qui est-ce D'accord. qu'on recrute? Comment est-ce qu'on leur, passe aussi notre message, notre vision pour être sûr qu'ils mettent pas le pied dans la mauvaise maison, qu'ils se trompent pas finalement
et que nous, on recrute la bonne personne. Ça permet de faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Et ensuite, former ses collaborateurs pour les développer sur des compétences qu'on appelle compétences douces, les fameuses soft skills, Mhm. euh, et aller les aider à créer un certain niveau d'excellence de service. Voilà, moi, j'interviens en tout cas sur ces parties-là. Et après, évidemment, il y a aussi toutes les compétences techniques, mais je dirais presque qu'elles s'acquièrent plus facilement, Mm. voire elles s'acquièrent tout court. Il y a certaines soft skills qui sont impossibles à faire acquérir à quelqu'un. Si tu n'aimes pas le métier, si tu n'aimes pas l'humain, je peux difficilement te faire aimer l'hôtellerie, la restauration, le service. En revanche, je pourrais toujours t'enseigner à faire un service, un check-in ou tout autre geste technique. D'accord. Et du coup, moi, ce que j'entends dans ces principes, il y a quand même cette notion, donc tu l'as dit, d'avoir une vision stratégique, ça je l'entends bien, Oui, et de déposer un plan d'action. Ça nécessite du coup une structure, une organisation, des critères, des grilles des grilles d'évaluation. Est-ce que parce que ça m'amène en fait la question, c'est comment aujourd'hui on peut mesurer son niveau d'accueil quand on est loueur saisonnier. euh, qu'on est, voilà, comme tu dis, l'exemple, hein, souvent, c'est le couple de propriétaires, voire même juste un des deux qui en fait son activité principale. Comment aujourd'hui un loueur saisonnier peut mesurer son niveau d'accueil autrement que simplement par les avis laissés par ses clients? Comment est-ce qu'on peut sûr. s'auto-évaluer enfin, pas s'auto-évaluer parce que l'avis du client au final compte bien évidemment, mais voilà, comment est-ce qu'on peut mesurer Ouais. aujourd'hui? Euh, alors, je crois pas trop aux grilles standardisées. Ça fonctionne bien quand on fait partie d'une chaîne volontaire, par exemple, qu'on doit cocher des cases pour rentrer dedans, c'est très bien. Mais le standard, il peut parfois s'opposer à l'excellence de service qui, elle est très personnalisée, très intangible, elle est un petit peu polymorphe, alors que le standard, il est standard finalement. Il est presque tangible et il est souvent très carré. Euh, donc je dirais pour ta cible, qui sont donc des gîtes, des maisons d'hôtes, le premier point, ce serait de s'auditer, de s'auto-évaluer. On peut prendre une grille, mais on peut dessiner sa propre grille. Mhm. Pas besoin de prendre la grille Relais Château, pour ne pas les citer, ou n'importe quelle autre grille de groupe hôtelier ou de Ou de chaîne de réseau, gîtes ouais. Mm. ou de réseau. Euh, donc s'auto-évaluer, et s'auto-évaluer aussi en interrogeant ses clients. Je pense que ça, c'est vraiment un point clé qui est trop souvent oublié. Questionner. Donc soit en leur envoyant des questionnaires, par email par exemple, mais pourquoi pas quand ils sont chez nous. Ah oui. Pourquoi attendre que mon client soit parti pour aller récupérer du feedback? Pourquoi ne pas m'installer avec lui au petit déjeuner? Ou au moment du départ, prendre un petit peu de temps avec? Ou à un retour d'une activité? Tu vois, s'installer, discuter, leur offrir un verre. Pas besoin de leur tendre un micro en leur disant ceci est un audit. Merci de prendre 5 minutes pour l'évaluation, mais juste comment s'est passé votre séjour parmi nous, leur poser des questions ouvertes, ça je pense que c'est un point clé, et les inviter à parler. Et ça, à mon avis, ça suffit quand on est une petite structure, qu'on a un rapport direct avec ses clients, avec ses visiteurs, pour avoir un maximum d'informations. Déjà ça, et le faire au quotidien. C'est-à-dire quotidiennement, être dans sa structure, quotidiennement prendre la température de ce qui se passe. Je vais mettre en place une nouvelle option au petit déjeuner, j'essaye d'observer. Oui. Pas forcément demander, mais juste observer. Comment se comportent les petits déjeuners, les clients au petit déjeuner suite à la nouvelle offre que j'ai mise en place ou la nouvelle pâte à tartiner locale que je viens de créer avec l'étiquette qui va bien juste à côté pour indiquer qu'elle est faite localement par un producteur qui nous l'a amené le matin même, etc., etc. Tu vois, tout ça, ça permet un petit peu de se situer, de comprendre euh, le niveau de prestation qu'on propose, et ensuite on questionne, et ça permet voilà, de se mesurer. Et après, voilà, il y a les autres moyens plus classiques de questionner la satisfaction, et surtout, ne pas les oublier, tout ce qui est évaluation en ligne, à lire attentivement, à traiter aussi, et ça je crois que tu en parles déjà Oui. pas mal, mais si un client prend le temps de partager de l'information qualitative, quoique pas toujours, mais en tout cas, Mais il ça partage de mérite une l'information, réponse. Ça ça mérite mérite fort. une Oui, réponse tout et à ça fait. mérite une remise en question, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que je vais tout changer parce qu'un client en colère a critiqué mon petit déjeuner, encore une fois, pourquoi pas, mais ça veut dire comment je vais me poser la question de j'ai une insatisfaction, qu'est-ce qui s'est passé, Mm. comment est-ce que je peux l'améliorer? Et à l'inverse, si j'ai tous mes clients qui sont contents du petit déjeuner, je ne vais pas aller renouveler, créer une nouvelle offre pour tout changer alors que ça fonctionne bien. D'accord. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que si on reprend notre vision
idéal de l'accueil, enfin du niveau d'excellence qu'on veut se fixer, c'est de se créer sa propre grille, en fait, et de mettre en face les critères qui, pour nous, correspondent au niveau d'excellence qu'on veut atteindre, justement, comme tu le disais en introduction. Oui, encore une fois, parce qu'on est un individuel, un indépendant qui veut répondre à quelques clients. On n'est pas une grosse chaîne qui a besoin de démultiplier un process. Donc à nous de créer nos propres outils. Alors, on peut utiliser d'autres choses ou se faire accompagner évidemment, mais je pense que dans ton audience, il y en a beaucoup qui aiment aussi mettre la main à la pâte et qui ont juste besoin de peut-être d'être rassurés par rapport au fait qu'il y a certaines choses qu'on peut faire tout seul. Oui. Ensuite, peut-être le niveau d'au-dessus ou l'accélérateur, c'est de se faire accompagner. Mais Mm. tout le monde n'a pas le budget, surtout pas au début. Il y a déjà des choses, je pense, il y a déjà un certain niveau de qualité qu'on peut atteindre tout seul en se posant les bonnes questions. Oui, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ça rejoint effectivement la prochaine question, parce que pour rappel, tu es formateur et coach. Et en fait, je pense, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais qu'effectivement, ça peut être intéressant de démarrer, de poser ses critères et sa vision. Et puis au bout de peut-être au moins 2 ans, 1 an, 2 ans d'exercice, et se dire, maintenant, je veux fidéliser, je veux rester dans la continuité, je veux pérenniser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de durabilité. Comment je peux faire pour optimiser et garder un niveau constant, qu'un client qui revienne d'une année à l'autre retrouve le même niveau de service, et que ce n'était pas effectivement le coup du hasard, ou que ce n'était pas juste parce qu'il est tombé dans un bon jour, mais que c'est quelque chose qu'il va pouvoir retrouver à chaque séjour. Et ça, c'est important. Et effectivement, se former, se faire auditer par justement quelqu'un comme toi, Oui. typiquement, c'est d'arriver et de se dire, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai amélioré des choses, mais peut-être que c'est le moment, effectivement, de venir confronter un peu avec un professionnel ce qu'on a mis en place et comment on peut encore optimiser pour arriver à pérenniser ce niveau de service. Et du coup, est-ce que les formations et les coachings que tu proposes, est-ce qu'ils sont accessibles aux propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes? Et j'enchaîne avec une autre question, c'est comment est-ce que justement tu les aides à atteindre un très haut niveau d'accueil touristique? Ok. Alors, je vais répondre par un exemple qui, je pense, illustre bien un peu tous les éléments que tu as partagés là et les questions que tu m'as posées. Récemment, j'ai eu la chance d'accompagner un château d'hôtes. Ouais, j'ai adoré. C'était un couple. On en a fait un épisode de podcast d'ailleurs, en Ouais. effet, qui n'y connaissait rien. Elle est banquière, lui vient de l'informatique, et ils ont décidé, comme beaucoup, je pense, dans ton audience, d'un changement de vie, et ils ont trouvé un magnifique château dans lequel ils se sont installés pour en faire un château d'hôtes avec 5 chambres. Et ils sont devenus Donc, châtelains. ils sont devenus châtelains. C'était En drôle, cette l'occurrence, ligne. Ouais. moi j'étais en effet surpris, je leur ai posé la question, comment est-ce qu'on devient châtelain? Il suffit d'avoir un château, il n'y a pas besoin de lettre de noblesse, contrairement à ce que je pensais. Toujours est-il qu'ils m'ont contacté bien avant même l'acquisition. Ils étaient en train de signer déjà, et ils m'avaient déjà pré-contacté. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est évidemment, le plus tôt vous pouvez vous faire accompagner, faites-le. Mais il y a une réalité, qui est la réalité financière. C'est qu'en fait, eux, à ce moment-là, n'avaient pas ni les moyens, et encore une fois, ils n'avaient pas suffisamment posé aussi les jalons de ce qu'ils voulaient faire pour pouvoir finalement échanger avec moi et puis aussi bénéficier d'une de mes prestations. Donc ils ont attendu d'ouvrir, de faire 1 an de roulement finalement, de saison, avant de me contacter. Et donc j'y suis allé pour à ce moment-là échanger, justement monter un niveau au-dessus. Donc voilà, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, de y aller étape par étape. Au niveau des prestations que je peux proposer à ce type de client-là, de l'audit. Alors je fais pas de l'audit mystère, mais c'est plutôt de l'audit opérationnel ou de qualité, vivre l'expérience comme vivrait un client, mais à travers mon regard, et leur donner d'autres éléments. Et ensuite, en fonction des besoins, proposer un accompagnement, soit par du conseil, soit par des formations quand il y a des équipes, ou dans leur cas, un coaching individualisé sur comment faire un accueil de qualité, comment est-ce qu'ils peuvent transformer ce qu'ils ont à leur disposition, leur qualité, en quelque chose de pas forcément exceptionnel, mais en tout cas quelque chose qui leur ressemble. Et c'est un peu la suite aussi du conseil que je voulais partager, c'est n'essayez pas de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous êtes 2, vous êtes un couple, vous achetez un château,
faites quelque chose qui vous ressemble. Et eux, au début, ils avaient un petit peu honte. On passe quelques jours ensemble et je vois une énorme barre dans le jardin. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que cette barre qui C'est la sort barre de pole dance. C'est une barre de pole dance. Et ils m'ont fait une démonstration de pole dance. Ils sont incroyables. Ils sont surprenants et ils font ça très très bien. Je leur dis: «Mais mettez-le dans vos prestations». En plus, ils me disent: «Mais on adore partager ça, c'est une passion». Je leur dis: «Mais mettez-les en avant». Il y a combien de châteaux d'hôtes en France qui ont une barre de pole dance à disposition et qui peuvent en faire, disposer leurs clients et leur offrir un coaching personnalisé? Ouais. Foncez. Donc voilà, ce serait vraiment la fin de ce conseil-là. Soyez comme vous êtes, proposez une prestation qui vous ressemble et vos clients, ils viendront et ils reviendront pour ça. C'est justement pour ça, effectivement, que, que je voulais insister sur le fait que ne pas se faire accompagner tout de suite dès le début, c'est intéressant pour se créer sa propre image, sa propre vision Bien et sûr. définir les contours de là où on a envie d'aller. Parce que le risque, c'est de finalement confier ces clés-là à quelqu'un qui va partager sa vision ou son projet, mais qui ne sera pas le nôtre. Et ça, c'est effectivement, évidemment, je pense que tu ne le fais pas, mais c'est un risque Oui. on pourrait vite tomber dedans en se disant, bah, je vais écouter parce que je veux écouter le professionnel, mais au final, je ne vais pas me reconnaître dans le projet. Mmh. Et quoi qu'il arrive, le consultant, coach, formateur, peu importe le rôle exact qu'il peut avoir, hem, s'il a un rôle avant tout d'accompagnateur. Mm, mm. C'est-à-dire il est pas décideur. Moi, je propose à mon client quelque chose qui me semble lui correspond par rapport à ce que j'ai vu. Je lui copie-colle pas un modèle qui a fonctionné dans d'autres établissements, donc je me dis: «Bah, pourquoi pas, ça va fonctionner, auprès de lui». La dynamique, c'est vraiment on travaille main dans la main et en fonction de ce que vous me partagez, moi, je vous fais une proposition qui vous ressemble. Et c'est juste, entre guillemets, la capacité à aussi synthétiser et transposer avec la vision du consultant, bah, ce qui est euh, la, la, la personnalité des hôtes. Mhm. Et d'une manière générale, est-ce que tu as quand même, même si tout le monde est différent dans sa manière de gérer hein, sa location touristique, mais est-ce qu'il y a des postes, des thématiques, des axes de travail qui reviennent tout le temps, sur lesquels on te consulte tout le temps? Est-ce qu'on te consulte, je te dis n'importe quoi, sur la manière de dresser la chambre, enfin tu vois, d'installer la chambre? Est-ce que c'est plus sur justement le buffet du petit déjeuner? Est-ce que c'est comment on répond ou Hmm. comment on accueille physiquement le client quand il arrive? Est-ce qu'il y a des postes vraiment où Alors, oui, c'est là où il y plutôt a le ce plus de dernier point. demandes? C'est pas sur des choses techniques pures comme comment on fait une chambre, comment on dresse un petit déjeuner, sont plus sur des sujets d'accueil. Comment faire un bon accueil mémorable, que nos clients soient ravis, qu'ils aient une émotion. Ça, ce sont des thématiques qui reviennent souvent. Et oui, il y a des choses à l'image de ce que je décrivais dans la vision de l'excellence de service qui peuvent toujours fonctionner euh, dans l'amour de ce qu'on fait, dans aller chercher de l'excellence. Mais avant tout, euh, je pense que quand on est un hôte, quel qu'il soit, peu importe le type de structure, il faut d'abord se questionner sur ce que l'on souhaite atteindre, Mhm. vers où est-ce qu'on a envie de tendre. Est-ce que j'ai envie d'aller mettre un niveau de prestation où toutes les personnes qui vont passer par ma maison d'hôte vont se dire oh, c'était exceptionnel, j'ai jamais eu ça de ma vie, ou juste se dire on a passé un très bon moment avec un tel et un tel les propriétaires, ou enfin tu vois, Mhm. s'interroger là-dessus et ensuite auditer un petit peu son lieu de manière objective comme si nous-mêmes on était à ce fameux consultant, évaluer objectivement encore les plus et les moins, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Ah bah, je reprends mon château d'hôte, disons une magnifique orangerie dans leur château. Bon bah, ils ont audité, ils ont compris que ça c'était quelque chose sur lequel ils pouvaient euh, capitaliser. À l'inverse, eh bien, le château, il n'est pas de la dernière fraîcheur, ce qui est normal puisque c'est un ancien château qui a plusieurs siècles. Eh bien, on va aller capitaliser, et c'est eux-mêmes qui ont décidé ça, et travailler sur l'orangerie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fonctionne bien avec une orangerie? Dans leur cas, pourquoi pas l'organisation de mariage ou séminaire? Et donc, une fois qu'on a audité son lieu, on peut euh, définir son plan d'action. Et je dirais, une fois qu'on a défini ce plan d'action, dans cette définition, identifier les priorités. Mhm. Prioriser graduellement. C'est quoi ma priorité 1? Qu'est-ce que je veux faire dans l'année 1? Qu'est-ce que je veux faire dans l'année 2? Je ne peux pas tout faire en même temps. J'ai Ouais. un budget limité, j'ai un temps qui est encore plus limité.
j'ai de l'opérationnel à gérer. Donc, il faut prioriser. Et ça, je pense que c'est commun à tous les types de structures. Ce questionnement, cet audit interne, et ensuite cette priorisation de gérer ça vraiment voilà, comme un projet long terme. Et on va le développer vraiment étape par étape, graduellement, et s'améliorer. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est se concentrer sur l'essentiel, sur là où on veut absolument. Enfin, se concentrer déjà sur sur quoi on peut capitaliser, ce que tu disais, Complètement. sur ses atouts majeurs. Et plutôt que d'essayer toujours d'aller corriger ce qui font les petits défauts, hein, ce qui est amélioré, c'est déjà dans un premier temps aller capitaliser et tout miser sur ce qui marche ou ce qui va marcher, en tout cas aux yeux des futurs clients Complètement. et au fil du temps, et mettre en priorité d'améliorer ce qui est à améliorer. Et oui. Hmm. Qu'est-ce qui vous rend unique? Travailler son unicité, c'est Ouais. essentiel, surtout sur des formats maison d'hôtes où C'est les la clients viennent personnalité. chercher ça, Hmm. la personnalité des hôtes. Euh, Là, il y a vraiment des choses à faire. Et une fois qu'on a voilà, fait toutes ces étapes, on le disait tout à l'heure, le bonus, c'est de se faire accompagner. Mais pour moi, l'accompagnement, c'est l'accélérateur. Mm. C'est passer encore étape de dessus. Et je dirais pas que c'est pas un incontournable. Il y a plein, en tout cas sur le secteur que tu connais mieux que moi, des maisons d'hôtes et des gîtes touristiques, il y a plein d'entreprises qui font ça très bien, toutes seules. Et jusqu'à un certain niveau, on peut réussir à s'en sortir tout seul. Si ensuite on veut passer le palier supérieur, là on prend un coach, un consultant et on se fait accompagner. D'accord. Je t'avais demandé de préparer 3 conseils qui seraient facilement actionnables. Je pense que tu en as déjà délivré, à Ouais. moins que tu en aies. J'ai dû piocher un peu dans tes idées. Est-ce que tu as d'autres conseils, du coup, qui seraient actionnables pour les personnes qui nous écoutent? Euh, En plus de la partie, j'ai parlé un peu des étapes préalables, se questionner, s'auditer, prioriser. Je dirais après dans le quotidien, euh, et ça fait aussi du lien avec ce que je dis sur l'excellence de service, se remettre en question quotidiennement, mais ne pas douter. Je m'explique, se remettre en question, se poser la question dans une logique de mieux faire, c'est bien. Mais il y a un moment, il faut faire, avancer, et après, on évalue. Mais pas être dans le doute permanent, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Non, c'est pas bien, un pas en avant, un pas en arrière. On décide, on fait, on se remet en question, et ensuite on analyse les résultats, et ça va nous permettre à un moment ou à un autre de corriger, peut-être tous les 6 mois, tous les ans, en fonction des projets, de quel sujet. Mon petit déjeuner, si je décide de le changer, eh bien, je vais le tester pendant 1 mois, 2 mois, peut-être toute la saison, et ensuite rechanger. Parce que sinon, on fait que des allers-retours et on ne progresse pas, on n'avance pas. Ça, et à l'image des priorités, ne gérer que 1 ou 2 projets majeurs à la fois, sinon on s'y perd. On se fait vite déborder quand on est un indépendant, que c'est pas notre métier, qu'on fait tout seul. Ça peut être vite étouffant. Le risque pour moi, c'est de se dégoûter. Ce qui est un peu le travers d'un métier passion, où on y met toute son énergie, c'est que quand on y met trop d'énergie et qu'on n'a pas suffisamment de récompenses, pas forcément financière, mais plutôt humaine et dans la satisfaction de son quotidien, on se dégoûte et ça fait des personnes qui sont Qui ont perdu épuisées, du qui sens. finalement abandonnent. Et oui, On a perdu le sens, ouais. D'accord. absolument. C'est un super conseil, celui-ci. Je trouve, je pense qu'il va toucher beaucoup de personnes, dans le sens où, effectivement, de toujours être hésitant, de toujours vouloir faire mieux, mais du coup, au risque de ne rien faire. Je pense que certains doivent sans doute se reconnaître parce que c'est ce qui arrive quand on veut toujours faire mieux. Et c'est pour ça que je le dis assez souvent, d'ailleurs, dans les sessions de live où j'accompagne aussi des hébergeurs. Mieux vaut fait que parfait, en fait. Il vaut mieux faire et analyser ce qu'on a fait que, tu sais, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise qui a un nouveau produit à lancer et qui va sans arrêt travailler son produit, mais ne jamais le sortir, en fait. Tu vois. Il va sans arrêt attendre qu'il soit parfait. Et en fait, il ne va jamais sortir ce produit. Ou alors, au moment où il sera sorti, ce sera déjà terminé. Le besoin sera déjà dépassé depuis un moment. Donc, vraiment, plutôt que d'aller chercher de la perfection tout de suite, c'est aller produire quelque chose qui sera perfectible, finalement. Et améliorez-vous en pratiquant. Ouais. Ah ouais, d'accord.
Super conseil celui-ci, je le retiens. Je mettrai les notes de l'épisode notamment du château que j'avais écouté et j'avais adoré. Elle est attachante cette personne là que tu as interviewée. Effectivement, quand elle te raconte à quel moment, enfin jamais on avait imaginé qu'on deviendrait châtelain. Moi, je suis banquière. Et puis comme ça, mais en plus ça a été hyper rapide dans leur expérience. Oui, et puis ce qui est fou, c'est que ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et pourtant, c'est tout nouveau pour eux. Ils sont pas du tout du métier. Ils sont pas du tout du métier. Alors certes, elle faisait de l'accueil parce que dans le métier de banque, mais c'est quand même un accueil très différent, qui en plus n'est pas un accueil du tout 7 sur 7, qui n'est pas un accueil autour de services de restauration et d'hébergement. Donc ça touche à des trucs encore plus personnels quand on vient accueillir des gens chez soi. Et ils font ça très très bien parce qu'en fait, ils le font naturellement. Moi, la façon dont elle m'a accueilli Céline la première fois, où elle te prend dans ses bras en te faisant un bise, mais elle le joue pas, c'est parce que elle est naturelle comme ça, elle te tutoie tout de suite. Et à un moment, elle me pose la question, mais est-ce que je dois tutoyer ou vous voyez? Je dis, mais en fait, fais ce avec quoi tu es à l'aise. Si le vouvoiement, c'est plus confortable pour toi, vouvoie. Si le tutoiement, tu as l'habitude de tutoyer tous les gens, même ceux que tu ne connais pas, tutoie. Et reste sur quelque chose d'authentique qui te correspond, et tes clients, ils vont adorer ça. D'accord, ouais, ça c'est un très très bon conseil. Ça rejoint un épisode que j'avais enregistré sur le côté incarner sa marque et donc montrer qui on est, sa personnalité, son ADN, ses valeurs. C'est vraiment important et c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment pour que la personne qui vient et qui a d'abord regardé au travers des réseaux sociaux, au travers de ta communication globale, et déjà l'impression de te connaître avant d'arriver. Et du coup, il y a pas de dissonance quand elle arrive. Il y a que de la cohérence. Et c'est se dire, j'ai vraiment l'impression de se connaître, qu'on se connaît depuis un moment parce que je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'avais envie de venir chez toi. Et là, je te reconnais tel que je t'avais imaginé. En fait, c'est ça que ça ne crée pas de déception, effectivement. Absolument, oui. D'accord. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. D'être venu au micro pour répondre à mes questions. C'est vrai que c'est un univers que, pour le coup, moi, je ne connais absolument pas. C'était ton parcours. J'ai découvert vraiment ton podcast, pareil, il y a peu, et j'aime beaucoup cet univers. Et puis, j'ai trouvé vraiment intéressant de t'inviter dans le sens où il y a forcément des similitudes, mais c'était intéressant de savoir comment on place la barre haute et comment on s'évalue. Voilà, ça c'était une question que je voulais voir avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement si on a envie de se faire accompagner par Maxime Blo? Alors, il y a 2 manières assez faciles. Directement sur mon site, donc hospitalityinsiders.net, il y a une page contact, on peut réserver un appel avec moi et voir aussi toutes mes prestations. Et sur LinkedIn, là où je suis très actif, donc Maxime Blo, B-L-O-T. Généralement, ceux qui s'abonnent me voient des actualités passer 1 à 2 fois par semaine. Donc, vous ne serez pas déçus de ce côté-là et vous pouvez aussi m'écrire directement. Et bien entendu, j'invite tous les auditeurs à découvrir ton podcast. Tous les liens seront dans les notes de cet épisode. Encore une fois, merci Maxime. Et puis, belle continuation à toi. Quels sont tes prochains grands challenges de la rentrée de cet automne? Tu t'es fixé quelques objectifs ambitieux? Il y en a beaucoup. Ce serait trop long de tous les expliquer, mais en tout cas, dans le développement du podcast, il va y avoir beaucoup de choses, notamment sur la saison 2024, mettre encore un coup d'accélérateur sur la production, aller chercher aussi d'autres formats, encore plus d'invités. En fait, je me rends compte que ce que j'avais identifié comme une petite niche, en fait, un très grand puits dans lequel il y a beaucoup de choses à puiser et à porter. Donc, continuer de développer ça et travailler aussi sur mes accompagnements, d'avoir encore plus de qualité dans ce que je propose à mes clients sur tous les différents formats que j'ai à offrir. D'accord, super. Eh bien, écoute, moi, j'ai hâte de continuer à te suivre, notamment sur LinkedIn. Effectivement, c'est là où on se retrouve le plus. Et puis, écoute, merci à toi. Je te souhaite de passer une belle fin d'année 2023. À l'heure où on enregistre, on est en plein été, mais quand l'épisode va sortir, on sera en plein automne. Donc, on touchera à la fin de l'année. Et du coup, hâte de voir l'évolution de ton podcast en 2024. Et merci de m'avoir fait passer de l'autre côté du micro. Comment tu t'es senti? Ça a été? Écoute, très bien. Tu m'as mis très à l'aise. Donc, bon, super. Je suis content. C'est bien aussi de changer un petit peu. Ouais, super. Eh bien, encore une fois, merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Yann.
Et voilà, chers amis, cet épisode est désormais terminé. Je tenais à m'excuser pour la qualité du son. J'ai mon ordinateur qui a le ventilateur qui fait un bruit incroyable. Et c'est vrai qu'on a essayé de le couvrir, en tout cas de l'arranger au montage, mais c'est vrai qu'on l'entend quand même et je m'en excuse pour ça. En tout cas, j'espère que cet épisode avec Maxime vous a plu. C'est vrai que c'est un échange que j'ai rarement l'occasion de réaliser sur le podcast. Et vraiment, sa vision du luxe, même si effectivement sa clientèle habituelle est plutôt des hôtels et des palaces, il n'empêche que Maxime est tout à fait en mesure de vous accompagner, de vous coacher, de vous auditer si tel en est votre souhait. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à échanger avec Maxime. Je vous invite vraiment à découvrir son podcast Hospitality Insiders, que vous retrouverez comme bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et encourager et soutenir ce podcast. Et pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner à ma newsletter qui est totalement gratuite, dans laquelle je vous livre chaque semaine, chaque lundi, des conseils, des astuces, mes réflexions du moment, mes nouveaux projets en exclusivité, des bons plans aussi lorsqu'il s'agit d'offres qui viennent de sortir. C'est les abonnés de la newsletter qui sont les premiers avertis et donc les premiers servis, j'ai envie de vous dire. Et puis en vous abonnant, vous recevrez un cadeau de bienvenue. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!